Bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon de notre cours d'introduction à la programmation en Java. L'objectif de cette nouvelle leçon est de vous apprendre à organiser votre code en le modularisant à l'aide de vos propres fonctions. Les fonctions font partie des aspects de traitement, au même titre que les expressions et opérateurs et les structures de contrôle que nous avons vues précédemment. Les fonctions opèrent donc en règle générale sur des données, et en retour, les données vont influencer le déroulement de nos fonctions. Jusqu'à maintenant, les programmes que vous avez écrits étaient constitués d'une séquence linéaire d'instructions, sans organisation globale et sans partage des tâches répétées. Par exemple, si la tâche consistant à demander un nombre à l'utilisateur, comme le fait le code suivant, devait être exécutée plusieurs fois dans notre programme, par exemple pour demander une fois un nombre de points, une fois un temps, une fois un âge, que feriez-vous ? Vous pourriez être tenté de recopier le code autant de fois que nécessaire aux endroits appropriés, mais évidemment, ceci est une très mauvaise solution. Il ne faut jamais dupliquer de code en programmant, ne soyez pas tenté par le copier-coller, ce que vous voudriez recopier doit être mis dans une fonction. Pourquoi ne faut-il jamais dupliquer du code? Cela rend le programme inutilement long, difficile à comprendre et surtout difficile à maintenir. Il faudrait reporter chaque modification dans chacune des copies. C'est pour ça que tout bon langage de programmation fournit des moyens pour permettre la réutilisation de portions de programme. Et en Java, ça se fait en utilisant ce qu'on appelle des fonctions. Considérons par exemple le programme suivant. Ce programme commence par demander le nombre de points obtenus par un premier joueur, et vous pouvez constater qu'il utilise une boucle do while pour forcer l'utilisateur à entrer une valeur entre 0 et 100. Ensuite, le programme demande le temps utilisé par le premier joueur, qui sera cette fois-ci une valeur entre 1 et 60, et à partir du nombre de points et du temps, le programme calcule le score du premier joueur. Ensuite, le programme répète ces opérations pour un deuxième joueur, il demande un nombre de points, un temps, et calcule le score du deuxième joueur. Finalement, le programme compare le score du premier joueur et le score du deuxième joueur pour afficher si c'est le premier joueur ou le deuxième qui a gagné. Vous pouvez constater que dans ce programme, le code qui consiste à demander un nombre de points, un temps et à calculer un score à partir du nombre de points et du temps est répété 2 fois dans le programme, une fois pour chacun des 2 joueurs. Dans un cas comme celui-là, il faut utiliser une fonction pour éviter la duplication du code. Pour ceci, je vais tout d'abord mettre de côté le code qui m'intéresse, c'est-à-dire le code qui demande un nombre de points, un temps et qui calcule un score. Je vais mettre ce code à la fin du programme, mais avant la dernière accolade fermante. Je vais mettre ce code entre une accolade ouvrante et une accolade fermante. Ce code va constituer ce qu'on appelle le corps de ma future fonction. Ce corps, il va falloir le nommer. Je vais l'appeler ici saisie et calcul, ce qui permettra d'y faire référence dans le reste du programme. Et ça deviendra le nom de ma future fonction. Ma fonction doit fournir le score qu'elle aura calculé au reste du programme. Pour cela, je vais tout d'abord enlever les références au premier joueur, puisque ma fonction va être valable pour n'importe quel joueur. Et je vais rajouter à la fin de ma fonction le mot-clé return suivi de nom de la variable scoreJoueur pour indiquer que ma fonction doit renvoyer la valeur contenue dans la variable scoreJoueur. Ne vous inquiétez pas, nous verrons tout cela en détail dans la suite du cours. La variable scoreJoueur a été définie de type double. La fonction va donc fournir une valeur de type double, ce qu'il faut indiquer au reste du programme, et ça se fait en rajoutant double avant le nom de la fonction. Un autre aspect des fonctions est qu'elles peuvent utiliser des valeurs fournies par le reste du programme pour pouvoir fonctionner. Notre fonction saisie et calcul est relativement simple et elle n'a pas besoin de telles valeurs. Pour indiquer cela, il faut ajouter après le nom de la fonction une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Il me reste à rajouter le mot-clé statique au début de cette ligne pour une raison que nous verrons là dans la suite du cours. Et voilà,
nous avons créé notre première fonction. Je vais maintenant utiliser ma fonction saisie et calcul pour demander un nombre de points, un temps et calculer le score du premier joueur. Donc pour ceci, je vais retourner à l'endroit où j'avais extrait le code que j'ai utilisé pour créer ma fonction, c'est-à-dire ici. Je vais déclarer une variable score joueur 1 que je vais initialiser en utilisant la valeur fournie par la fonction saisie et calcul. Donc pour cela, je vais indiquer le nom de la fonction, suivi d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante. Cette instruction initialise donc la variable score joueur 1 à la valeur fournie par la fonction saisie et calcul, et cette utilisation de la fonction saisie et calcul s'appelle un appel à la fonction. Je peux faire exactement la même chose pour initialiser le score du deuxième joueur. Je peux remplacer tout ce code par un simple appel à ma fonction saisie et calcul. Et vous pouvez constater que le programme est maintenant beaucoup plus concis. Créer la fonction saisie et calcul m'avait permis d'éviter de dupliquer du code, mais c'est aussi intéressant de créer une fonction pour pouvoir se concentrer sur un aspect un peu difficile du programme, comme par exemple ici, le calcul du score. Comme avant, je vais extraire le code qui m'intéresse, le mettre entre accolades. Ma nouvelle fonction va renvoyer le score du joueur, donc une valeur de type double. Je vais appeler ma nouvelle fonction tout simplement score, et pour l'instant, je vais faire suivre le nom de ma fonction par une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Comme avant, ma fonction va renvoyer le score du joueur, donc pour cela, je vais utiliser le mot-clé return. Mais la différence par rapport à avant est que cette fonction a besoin maintenant de la variable nb point et la variable temps. Donc dans ce cas, je vais rajouter ces variables entre les parenthèses ici, ce qui va constituer ce qu'on appelle les paramètres de la fonction. Comme avant, je vais retourner là où j'ai extrait le code pour créer ma fonction et appeler ma fonction à la place. Ça peut se faire par exemple ici. Je vais appeler ma fonction en lui fournissant les valeurs de la variable nb point et de la variable temps. Et ça se fait de cette façon-là. En résumé, j'ai d'abord identifié le code qui devait être mis dans une fonction. J'ai extrait ce code pour pouvoir créer ma nouvelle fonction que j'ai nommée. J'ai identifié ce dont avait besoin en entrée ma fonction pour pouvoir fonctionner. J'ai aussi identifié ce que devait fournir ma fonction au reste du programme. Et maintenant, je peux remplacer la partie du code que j'ai extrait par un appel à ma fonction. Une fonction est donc une portion de programme réutilisable, comme la fonction saisie et calcul, ou importante en soi, comme la fonction score. Elle est caractérisée par un core, qui est la portion de programme réutilisée ou à mettre en évidence. Elle est aussi caractérisée par son nom, qui va permettre de faire référence à cette fonction. Elle peut avoir des paramètres, qui sont l'ensemble des variables extérieures à la fonction dont le core a besoin pour fonctionner. La fonction peut également renvoyer une valeur en retour, et cette valeur doit avoir un type. Et finalement, l'utilisation d'une fonction dans le reste du programme se nomme un appel à la fonction. Dans les langages uniquement orientés objet, comme c'est le cas de Java, le terme de méthode est généralement utilisé à la place de celui de fonction. À partir de maintenant, nous allons donc dire méthode plutôt que fonction. Une méthode a donc trois facettes. Tout d'abord, son en-tête, qu'on peut voir comme un résumé de ce que fait la méthode puisqu'il est constitué de son nom, de ses paramètres, qui correspondent aux valeurs
dont a besoin la méthode pour pouvoir fonctionner, ainsi que le type de la valeur que va fournir la méthode. Le deuxième aspect est la définition de la méthode, qui commence par l'entête, mais qui est constituée également du corps de la méthode et qui contient le code qui sera exécuté quand on utilise la méthode. Le dernier aspect est donc l'utilisation de la méthode ou son appel, où on va utiliser la méthode en lui donnant des valeurs effectives pour ses paramètres. Et la méthode va, en règle générale, fournir une valeur qu'on va pouvoir utiliser pour initialiser une variable, par exemple. En pratique, le programmeur-concepteur, c'est-à-dire la personne qui va écrire la définition de la méthode, n'est pas forcément la même personne que le programmeur-utilisateur, c'est-à-dire la personne qui va utiliser la méthode. Le programmeur-utilisateur n'a pas à connaître le corps de la méthode. Tout ce dont il a besoin de connaître, c'est son en-tête pour pouvoir l'appeler. L'en-tête sert donc d'accord entre le programmeur utilisateur et le programmeur concepteur. En Java, on parle d'API pour Application Programming Interface, qui décrit les interfaces d'utilisation d'un ensemble de données. Le programmeur utilisateur doit respecter l'en-tête de la méthode quand il appelle la méthode, et le programmeur concepteur va s'arranger pour que l'en-tête corresponde au problème que l'utilisateur veut résoudre en appelant la méthode.